Au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est être parent? Comment devenir un parent acceptable? Quelle est notre place? Quelle est notre fonction et notre rôle? Pourquoi ce mot acceptable et non suffisamment bonne comme le propose Winnicott? Le mot accepter signifie consentir à recevoir, ce qui nous semble être le cas avec nos enfants. Nous les recevons dans notre maison et notre intimité de futurs parents comme projet de la cellule familiale. Nous sommes ici très loin d'une conception du bien et du mal, de la morale. Avec ce mot acceptable, nous quittons la culpabilité du bon ou mauvais parent pour être dans la responsabilité du consentement à recevoir ce qui est autre que soi-même, c'est-à-dire nos enfants. Autrement dit, c'est en quelque sorte accepter l'incertitude. En partant de cette citation de Mireille Sifali, docteur en sciences humaines et sociales spécialisée en sciences de l'éducation, je la cite. « Grandir n'advient que si l'humain est en relation avec un autre semblable. Il se perd s'il n'y a pas un autre humain pour l'accompagner. » En partant de cette citation, pouvons-nous répondre à ces deux questions concernant nos enfants? Comment peut-il ne pas se perdre? Deuxième question. Comment l'accompagner? Dans un premier temps, je vous propose en quelques mots d'écrire vos réponses sur ces deux questions. Comment peut-il ne pas se perdre? Et comment l'accompagner? Afin de répondre à nos deux questions, je vous propose premièrement de passer en revue 5 constats connus et récurrents. En 2, d'illustrer ce propos par des exemples. Et en 3, de comprendre aussi notre propre développement. Et tout cela pour ensuite débattre ensemble sur le sujet. Notre premier constat. Pour pouvoir nous-mêmes exister, l'autre est indispensable. En ce sens, notre propre existence dépend de l'autre, des autres. La qualité de la relation à l'autre, la communication, et notre relation à nous-mêmes. Ainsi, la solitude provoque l'errance. Tout comme un chômeur en quête d'employabilité, pour l'enfant, la solitude et l'isolement des autres est intenable. En ce sens, les figures d'attachement sont primordiales. Accompagner l'enfant pour qu'il advienne à lui-même serait incontournable. Notre second constat, l'effet saucisson. Le monde de la logique et de l'hyperspécialisation des champs de savoir n'a pas que du bon, même si ce dernier nous a permis des avancées extraordinaires. La vision holistique du monde, qui a été abandonnée à la Renaissance pour laisser la place à la vision dite cartésienne, provoque des incompréhensions dues à ce découpage. L'être, fragmenté par effet saucisson, n'est plus compris comme un tout à contextualiser, mais uniquement par ses approches d'expertise. Resitué dans un contexte systémique d'interdépendance, permet de comprendre d'autres phénomènes. La démarche cartésienne nous permet de comprendre le détail, alors que la démarche globale ou holistique nous permet de relier les éléments entre eux dans une approche système. L'une et l'autre de ces démarches sont complémentaires et permettent chacune une compréhension bien différente des événements. Notre troisième constat. Lorsqu'arrive notre tour d'être parent, aucun mode d'emploi et aucune recette nous ont été faxés. Ni du ciel avec nos dieux, ni de la terre avec nos super pédagogues, ni de notre famille avec nos parents. Comme exemple idéal, soit à recopier, soit à rejeter. Ainsi, nous ne pouvons que nous questionner pour nous améliorer sans cesse
ce qui est le propos même de cette conférence. En quatrième constat, nous savons aussi que la fonction des parents est d'accompagner tant le développement physiologique que le développement psychique de l'enfant. Physiquement, un enfant s'il est nourri, pousse, mais psychiquement, il se bâtit sur quoi? Quelle serait donc la fonction des parents qui l'accompagnent? Avec la psychanalyse de Freud, de Klein et de Winnicott, nous savons que la démarche des parents est celle de l'étayage, comme tuteur pour que l'enfant grandisse. Ainsi, nous avons 3 fonctions clés. La première fonction est de contenir, pour rassurer et poser le cadre et les règles comme limite. La deuxième fonction est celle de partager, pour mettre en commun et débloquer toutes les angoisses que peut vivre l'enfant. La troisième fonction est celle de stimuler l'enfant pour qu'il pense par lui-même. Et ces 3 fonctions, afin qu'il puisse élaborer et structurer sa psyché. Ainsi, si nous faisons le tour de nos 5 constats, le premier constat pointe la relation à l'autre comme miroir culturel. Le second constat pointe notre façon de faire, de l'effet saucisson. Le troisième constat pointe ce flou de la relation éducative, de la place, de la fonction et du rôle de parent. Le quatrième constat pointe l'importance des émotions et des affects dans le développement psychique de l'enfant. Et le cinquième constat pointe cette notion d'étayage et ces 3 fonctions clés pour advenir. Mais par contre, ce qui nous semble manquer, ce serait le sens, ou pour l'enfant, choisir ses secrets. Une fois le contexte sécurisé par les parents, une fois les limites posées, une fois les émotions et les affects partagés, que nous reste-t-il à faire? Le rôle des parents serait de favoriser le choix, de permettre à l'enfant de repérer et d'identifier les valeurs actives, d'autoriser le débat intérieur de l'enfant, qui élabore ainsi son identité, son moi, et pour finir d'accompagner le sujet dans ses capacités d'autorégulation vers son autonomisation et son émancipation. Maintenant, pour pouvoir répondre à nos 2 questions de départ et illustrer cette piste du choix proposé, passons à des illustrations cliniques. Je vous propose à nous de jouer aux parents pédagogues comme nos enfants jouent au docteur. Nous allons osciller entre 2 postures opposées. La posture du guide ou du pilote de l'instruction avec la transmission des valeurs, et la posture de l'accompagnement de l'éducation avec le questionnement de ces mêmes valeurs. Ni tout l'une ni tout l'autre des postures. Les 2 sont nécessaires suivant la situation rencontrée, le contexte et le temps disponible. Dans ce premier exemple d'un souvenir d'enfance de la petite Sophie, qu'allez-vous proposer comme réponse à cette histoire? Parole à Sophie. Je la cite. Mon premier vrai souvenir de responsabilité, je devais avoir 6-7 ans, peut-être moins, et je voulais prendre un gâteau ou un truc de ce genre vers 18 heures. J'ai demandé à maman, sûrement pour la énième fois, si je pouvais. Et elle m'a dit. Que répondez-vous si vous êtes la maman de Sophie? Notez votre réponse. Sa maman lui a répondu. Écoute Sophie, tu es assez grande maintenant pour savoir si tu peux ou pas prendre un gâteau. Si tu penses que c'est raisonnable, fais-le. Réflexion de Sophie. Vraiment, ça m'a marqué. Je me souviens de m'être sérieusement demandé à chaque fois si j'avais une bonne raison de le faire, si c'était le bon moment, et parfois d'avoir conclu que non,
c'était que de la gourmandise, ou le repas était bientôt, et de ne pas l'avoir fait malgré l'envie. Que pouvons-nous dire? Seul le dernier référentiel de valeur pointé sur ce tableau permet à l'enfant de s'auto-questionner, de s'auto-orienter et ainsi de se créer, en tenant compte et en élaborant lui-même des limites pour choisir. Passons à notre deuxième exemple, la vérité de Sophie. Quelle serait votre réponse immédiate à cette histoire de la création du monde? De même, je vous propose de l'écrire sur votre papier. La petite Sophie. Maman, maman, dis-moi comment le monde a été créé. La maman. Au commencement, il y a eu Adam et Ève, toute l'histoire de la Bible. Puis je lui ai dit d'aller aussi demander à papa. Ni une ni deux, la petite fille va le voir et lui pose la même question. Petite Sophie. Dis papa, dis-moi, comment le monde a été créé? Le papa. Je lui réponds par la théorie de l'évolution, avec les singes, la position debout, etc. Quelque temps après, Sophie retourne voir sa maman et lui dit « Que papa ne dit pas comme elle ». La petite Sophie, à sa maman. Quand toi tu parles des anges, lui, il parle des singes. Alors, la maman répond à sa petite Sophie. Voilà, superbe, tu as tout compris. Moi, je viens des anges et ton papa, il vient des singes. Mais si tu veux, nous pouvons chercher d'autres légendes et théories comme le Big Bang qui parlent de l'apparition de la vie sur la Terre. Seul le dernier référentiel de valeur permet à l'enfant de s'auto-questionner, de s'auto-orienter et de s'auto-réguler. Il apprend à se confronter aux valeurs plus qu'à s'y soumettre. Et ainsi, cela lui permet de se créer en appréhendant et en élaborant lui-même les limites indispensables au choix. Bien sûr, tout cela en relation à l'autre comme miroir de soi-même. Ce que nous proposons comme piste serait que le problème c'est le choix. Nous utilisons sans le savoir et en toute bonne foi deux postures conditionnant le choix que peut appréhender nos enfants. Dans la posture du guide, celui qui sait c'est l'adulte, nous-mêmes, et nous imposons la bonne parole ou direction à l'enfant ou aux autres. Ce sont nos propres valeurs et notre propre sens que nous prescrivons comme valides. C'est ce que je nomme le quoi-savoir de la conformité, de la répétition et de l'instruction. Dans la posture de l'accompagnement, nous allons inciter l'enfant à questionner ses propres valeurs et les valeurs du social. Ce travail lui permettra d'élaborer son sens pour s'orienter et choisir par lui-même. C'est un travail aux limites des valeurs. C'est le comment savoir de l'élaboration, de la création et de l'éducation. Ainsi, l'étayage n'est pas une troisième posture, un entre-deux, mais l'alternance ou l'oscillation de ces deux postures, guidage-accompagnement, avec d'un côté l'instruction et de l'autre côté l'éducation. Suivant le contexte et l'urgence, l'une ou l'autre des postures sera prise ou sera préférable. Un troisième exemple. La grande Sophie est amoureuse. Passons au papa avec leur fille de 10-12 ans qui grandissent. À vous, papa, votre fille vous pose la question qui la travaille sur les garçons. La petite Sophie. Dis, papa, tu peux me dire comment je sais qu'un garçon m'aime?
Dans cet exemple 3 de ma petite Sophie, elle a 10-12 ans, je vous propose d'appréhender vous-même votre propre réponse, entre guidé et accompagné. Dans ce troisième exemple de la grande Sophie et l'amour, vous pouvez identifier sur quoi vos propres réponses s'appuient, tout comme valeurs référentes. Toute la question du choix serait soit j'impose la valeur, ou bien soit je favorise le questionnement et la mise en débat des valeurs chez Sophie. Maintenant, je vous propose que pour comprendre et pour pouvoir répondre à nos questions, revenons à notre propre petite enfance et à ce que je nomme l'effet papillon. D'un univers de la totalité, du grand tout, du nous, sans toi ni moi, ni espace ni temps, nous avons évolué à celui du toi et moi différencié, avec un espace et temps composé, à ma gauche des valeurs et à ma droite du sens. Pour illustrer ce phénomène de déploiement de l'être conscient de lui-même, je vous propose de joindre vos deux mains ensemble comme cela. Imaginez pour vous que seul le temps de l'instant existe, celui-là même que nous vivons, sans passé et sans futur. Juste cette présence à soi, dans l'instant, comme le tout petit enfant. C'est le phénomène qu'il vit, l'instant. Il se syntoniserait sur l'autre, sur son environnement. Puis, maintenant, ouvrez seulement la main gauche, celle des souvenirs, du savoir et du passé. Le temps de l'instant plié sur lui-même se déplie vers le passé, où nous élaborons notre mémoire personnelle et surtout notre référentiel de valeurs. Pour l'enfant, ce serait la période de différenciation des 8-18 mois du passage du nous, du grand tout, au toi et moi. Puis, ouvrez la main droite, celle des désirs, du projet et des aspirations vers le futur. Le temps de l'instant plié sur lui-même s'est déplié vers le passé, puis se déplie ensuite vers le futur. Pour l'enfant, ce serait la période de l'individuation des 3-7 ans. Ainsi fait, l'espace entre nos 2 pouces représente le dépliement de l'expérience d'être du sujet. Après avoir construit notre référentiel de valeur, arrive ensuite notre préférentiel du sens. Ce phénomène peut se nommer le temps propre du sujet, de son moi personnel et non universel. Il est subjectif et relatif. La nuance entre une conduite dite normale ou une conduite dite pathologique chez les sujets serait due au fait que les valeurs du pôle ouest du passé sont soit privées, soit partagées avec le groupe social d'appartenance, la culture commune comportant les valeurs. Si cette culture commune est partagée, alors l'enfant peut se propulser vers un avenir en devenir du pôle est du sens. Dans ce dépliement du temps en espace, le rôle des parents serait d'être la boussole de l'enfant pour éviter qu'il se perde ou s'égare. Ici, je parle bien d'une boussole, où l'enfant sujet pense et choisit par lui-même son chemin, et non d'un GPS qui donnerait la bonne conduite à tenir. Fais ceci ou cela. Je vous propose de mimer cet effet papillon des ailes. Nous vivons ce déploiement sans cesse, à chaque instant. Lorsque je reçois quelqu'un en thérapie, justement ce mouvement est bloqué, c'est-à-dire que l'effet papillon, le mouvement des ailes, ne fonctionne plus. À constater que l'enfant n'invente rien, il est en quête des limites de ses valeurs, de ce qui vaut, pour se créer lui-même
et pour pouvoir se projeter sur le futur. En psychanalyse comme en psychologie, nous savons que ce sont ces limites qui bordent, comme des trottoirs, le sujet psychique. Pas de limite, pas de moi solide. Comme un papillon, nous plions et déplions nos ailes de notre espace-temps. En partant de cette hypothèse, nous incriminons tous les phénomènes qui bloqueraient ce mouvement des ailes de notre papillon. La pensée critique est justement cet effet papillon où l'enfant va questionner ce qui fait valeur pour élaborer son sens, choisir pour s'orienter. Si les valeurs sont imposées sans être questionnées, l'enfant risque 1. Soit de se replier sur lui-même dans son monde privé, c'est ce qu'on appelle les psychoses. En 2. Soit de développer un comportement d'imposture. En 3. Soit de se révolter. La dynamique du vivant serait ce mouvement des ailes de notre papillon. Pour conclure, nous pourrions résumer cette présentation ainsi. Être un parent acceptable, qui ne culpabilise plus mais qui se responsabilise, pointerait en premier notre place, celle d'accompagner le développement physiologique et surtout psychique des personnes dont nous avons la responsabilité. En deuxième point, nos fonctions seraient celles justement de l'étayage, avec contenir, partager et stimuler le fait de penser par soi-même. En troisième point, notre rôle serait celui-là même qui est souvent omis, de permettre à l'enfant de repérer et d'identifier les valeurs actives, d'autoriser le débat intérieur de l'enfant qui élabore ainsi son identité, son moi, et d'accompagner l'autorégulation de l'enfant, faisant la promotion de son autonomisation et de son émancipation. Après avoir passé en revue nos 5 constats, d'avoir fait notre proposition sur le choix, puis d'avoir simulé nous-mêmes notre propre développement, je vous propose de passer à l'enfant qui nous éduque lui aussi. Dernier point qui me semble essentiel, l'enfant nous éduque tout autant que nous l'éduquons. Instruire, c'est transmettre et mettre en lien des savoirs et des valeurs. Par contre, éduquer, c'est expérimenter pour élaborer des savoirs et des valeurs. Éduquer, pour les parents, serait ainsi une relation symétrique et intersubjective où l'enfant et l'adulte apprennent ensemble. L'éducation comme la pédagogie sont des paris sur l'incertitude. C'est justement notre consentement à recevoir l'inconnu de cette conférence sur être un parent acceptable. Jamais rien n'est donné ou maîtrisé d'avance, et surtout pas l'éducation. Je clôture cette conférence par la citation de 2017 de Pierre Magistretti, neurobiologiste, chercheur sur le cerveau et la pensée. Je cite: « L'humain est biologiquement programmé pour ne pas l'être. » Fin de citation. Comme nous savons maintenant que nous sommes biologiquement programmés pour ne pas être déterminés d'avance, ainsi l'avenir et notre devenir, nous en sommes l'unique responsable. C'est pour cela que l'enfant comme nous-mêmes devons toujours choisir. Et pour cela, nous devons reposer sans cesse le débat de nos valeurs comme limite pour nous créer. Ainsi, d'après quelles valeurs le ferons-nous en relation à l'autre?